Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. C'est la période des examens dans les facs. Oui, mais voilà, les facs sont bloquées. Mais pas que, la tenue des examens maintenant. À Paris 8, pas d'examen ce matin. Devoir à la maison à la place. À Marseille, annulation des examens. À Lyon, Lyon 2, pas d'examen non plus. Chaîne humaine devant l'université. Marie et Mathilde voulaient pourtant passer les épreuves. On a marre de cette ambiance en fait. J'ai déjà eu 8 partiels annulés quoi. Donc à force, j'ai travaillé un cours de 90 pages et on me dit finalement non, tu le passes pas. Donc c'est un peu démoralisant aussi quoi. Et vous discutez parfois avec les bloqueurs sur leur motivation? Absolument. C'est intéressant des deux points de vue et on n'est pas contre le mouvement. On comprend les deux points de vue et c'est important de se mobiliser, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne réponse quoi. Finalement, on est tous impactés à notre niveau. Pour les masters, on veut savoir les facs qui sont pas bloqués, s'ils vont nous accepter malgré le fait que notre fac ait été bloquée. Est-ce que ça va remettre en cause la validité du diplôme et est-ce que ces facs-là vont nous accepter? Vous avez peur d'un diplôme un peu dévalorisé? Oui, carrément. Voilà, Marie et Mathilde, à Lyon avec Jean-Luc Beaujon, enfin à Nantes, tentative d'empêchement, mais les forces de l'ordre ont évacué les manifestants et donc les examens ont pu se tenir, mais sous présence policière. Vous nous appelez au 3921, vous avez entendu cette jeune fille qui dit il n'y a pas de bonne réponse. Alors qui a raison, qui a tort? À vous de nous le dire si vous pensez avoir une réponse ou en tout cas des éléments de réponse. On va en débattre avec Mélanie Luce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des questions universitaires à l'UNEF et à François Germinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'université de Cergy-Pontoise. Question, est-ce que chacun de vous aviez imaginé qu'on puisse arriver aujourd'hui, en 2018, à une telle situation? Mélanie Luce. Alors, cette situation, elle ne serait pas arrivée si on avait un gouvernement qui avait écouté les étudiants. Puisque ça fait quand même, là, ce débat, il dure depuis novembre 2017. Donc ça fait plusieurs mois que les étudiants se mobilisent, que les étudiants demandent à être écoutés et à ce que la loi orientation et réussite des étudiants soit retirée. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est cette situation, c'est ce comportement qui nous a amenés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais le gouvernement ne vous écoute pas. Le gouvernement est là pour gouverner, ou est-ce qu'il est là pour gouverner et écouter les étudiants, ou est-ce qu'il est là pour écouter les étudiants et faire ce qu'on lui demande? Le gouvernement est certes là pour gouverner, mais il est là pour gouverner un pays et faire ce que veut la population. Et pour le coup, on a une loi qui est impopulaire chez les étudiants, qui est refusée par une majorité de la jeunesse. Si vous regardez le dernier sondage d'Odoxa, il disait qu'il y avait 61% des jeunes qui étaient opposés à la loi orientation et réussite des étudiants. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on doit remettre en question les choix qui ont été faits. François Germinet, est-ce que le gouvernement doit écouter les étudiants, puisque d'après ce sondage, ils sont majoritaires dans le changement de la réforme? Alors il y a qu'un chiffre sur lequel nous sommes d'accord avec Mélanie Luce, c'est que ça fait 9 mois qu'on en parle, qu'on discute, mais après ça, il y a eu des votes systématiques dans toutes les instances, y compris au Parlement et au Sénat, en faveur de cette loi. Le CNESER, c'est un peu technique, mais c'est une institution au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui en général ne se prononce pas pour ce genre de réforme, et qui là a trouvé qu'elle était très équilibrée, poussée par les étudiants et par la première organisation étudiante qui est la FAGE. Donc il y a quand même beaucoup d'étudiants qui soutiennent. À chaque fois qu'on fait des sondages dans les universités, on est à 70% contre les blocages, et en général le taux de participation est supérieur de 2 ou 3 fois à ce qu'on observe dans les élections étudiantes. Et puis il y a eu un sondage la semaine dernière auprès de la communauté étudiante en France, et qui a donné 60% en faveur de la loi. Donc là, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre-là, c'est au contraire 60% en faveur de la loi. Moi, si on veut parler de chiffres, ce qui me choque personnellement, ce sont les proportions. C'est-à-dire que, Mélanie Luce, à chaque fois, il y a 700-800 étudiants par session d'examen, quelle que soit l'université, et on a 50, 60, 80 bloqueurs. Comment est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, au micro d'Europe 1, c'est-à-dire devant des centaines de milliers de personnes qui vous écoutent, c'est une majorité d'étudiants qui a raison? Alors, c'est une majorité d'étudiants qui est convaincue qu'aujourd'hui, l'accès à l'université doit être libre. Ensuite, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que les étudiants puissent réussir leur année, qu'ils puissent être évalués. Par contre, ça doit se faire dans de bonnes conditions. Et le problème, c'est que à l'heure actuelle, si on a des étudiants qui font le choix d'aller bloquer leur session d'examen, c'est parce qu'elles ne se tiennent pas dans de bonnes conditions. Une présence policière, c'est pas une des bonnes conditions pour passer des examens. Quand on a une université, je donne l'exemple par exemple de l'université de Nanterre, qui décide d'aménager les examens au vu de la situation actuelle, en écoutant une des propositions
proposition faite par l'UNEF et les étudiants en Assemblée générale, en demandant à des étudiants de rendre des devoirs maison. Et qu'il y a seulement 3 filières dans l'université qui ne respectent pas ce choix-là, effectivement, ça crée une rupture d'égalité entre les étudiants et c'est pour ça qu'on a une mobilisation qui se fait. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que ce choix-là il soit minoritaire. C'est juste une incise sur les devoirs à la maison. Vous, votre opinion là-dessus, c'est quoi ? Le mieux, un examen, c'est un examen. Moi, j'ai passé des examens à la fac, j'ai eu le stress de l'examen, j'ai eu. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, j'ai pas forcément la réponse, mais un examen, ça reste un examen. Lorsque un examen en présentiel était prévu, le mieux, c'est de le reprogrammer et que les associations étudiantes ou autres n'appellent pas au boycott de ces examens. Ça reste le mieux. Ensuite, on a dans de nombreuses filières avec des cours où ce sont des projets qui sont évalués ou des devoirs à la maison. Donc, il est possible d'évaluer des devoirs faits à la maison. On sait mesurer le taux de plagiat et donc reconnaître l'originalité du devoir qui est rendu. Ouais, on sait que c'est pas un copier-coller d'un. Non, on sait que c'est pas un copier-coller sur quelque chose qui apparaît sur le net. Et puis on sait évidemment repérer les coïncidences avec d'autres copies. Et ensuite, il faut faire confiance aux enseignants, c'est-à-dire qu'ils savent, eux, les responsables pédagogiques, si la modalité devoir rendu est une modalité acceptable et si la note est bonne derrière, parce que ils sont responsables du diplôme qu'ils vont donner et en général ils le donnent pas dans une pochette surprise. Vous pensez quoi, Mélanie Luce, quand vous entendez François Germinet ? Alors on ne demande pas de diplôme en chocolat, on ne demande pas de diplôme qui sort d'une pochette surprise et effectivement, vous l'avez dit, c'est-à-dire que les devoirs à la maison. Certains ont dit on veut 10 sur 20 de moyenne et puis on n'en parle plus. Mais c'est des situations particulières. La question là, c'est on est dans une situation qui fait que, comme on a un gouvernement qui n'écoute pas les étudiants qui sont mobilisés depuis des mois, on se retrouve dans une situation de blocage. Et donc, on trouve des solutions. Les solutions, ça peut être, ça peut être proposé par des étudiants. Là, en l'occurrence, on parle d'évaluation par le biais de devoirs à la maison. C'est totalement possible. Vous disiez le mieux, c'est que les étudiants n'appellent pas à boycotter ces partiels. Pour ça, le mieux, c'est que les étudiants ne soient pas accueillis par des CRS à l'entrée de l'université, comme c'était le cas à l'université de Lille il y a quelques semaines. Le mieux, c'est aussi que les étudiants ne se fassent pas gazer quand ils arrivent pour passer leur partiel. Le mieux, c'est aussi que quand on arrive à l'université, on n'ait pas un contrôle qui se fasse aussi par le biais de CRS. Je donne un exemple, c'est l'université de Strasbourg, où on a des étudiants qui n'ont pas pu accéder à leur salle d'examen parce que des CRS les en ont empêchés. Et ils ont dit on refuse les manifestants. Il se trouve que c'était pas des manifestants et qui n'ont pas pu passer leurs examens. Réponse de François Germinet juste après la pub. À tout de suite. Europe Soir, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et on continue à parler du blocage des universités avec Mélanie Luce, responsable des questions universitaires à l'UNEF, et François Germinet, président de l'université de Cergy-Pontoise. Quand Mélanie Luce, François Germinet dit les étudiants se sont retrouvés gazés face au CRS, c'est pas une manière de faire, vous lui répondez quoi ? Faut peut-être pas généraliser non plus. Et puis, personne va cautionner ce genre de choses, mais en général, c'est dans des situations assez extrêmes. Et je crois qu'il y a eu des cas vraiment très très compliqués. On l'a vu à Arcueil vendredi dernier, où les étudiants étaient convoqués pour leurs examens. Et puis, il y avait même des élus de la République qui étaient là pour haranguer les foules et empêcher les examens de se tenir. Un député de la République. Si les CRS interviennent, c'est qu'il y a blocage en amont. C'est là où vous n'êtes pas d'accord. Il y a en général très peu, un petit peu, mais très peu d'étudiants de l'université qui viennent organiser les blocages des examens de cette université. On voit des jeunes d'autres ou bien des... Mais c'est ça qui me fascine, c'est qu'il y a toujours on voit les assemblées générales. C'est quand même, pardonnez-moi, c'est une minorité d'étudiants qui se... non, mais sur 25 000, il y a combien d'étudiants chez vous ? 20 000. 20 000. Sur 20 000, il y a combien qui participent à l'AG le soir pour savoir si on bloque ou si on bloque pas ? Il y en a combien ? Non, mais moi c'est zéro. Je ne suis pas un bon exemple. Non, mais dans une université classique, il y en a combien ? 1000, 2000 ? Vous avez même pas 500 ? Alors non, on a des assemblées générales qui sont allées jusqu'à 5 000 étudiants à Rennes 2. Alors 5 000 sur 20 000, très bien. C'est déjà impressionnant. Et ça, au-delà de ça, c'est le maximum. Voilà. C'est le maximum, 5 000. En général, c'est 1000 sur 30 à 40 000. Alors 1000 sur 30 à 40 000 qui décident pour donc les 20 000. Que font les 19 000 ? Est-ce qu'ils sont en roue libre ?
Est-ce qu'ils disent bah tiens, on va attendre ce que décide l'Émile? C'est ça qu'il faut m'expliquer. Moi, je comprends pas. Les 19 000, ils essayent de passer leurs examens et ils se retrouvent bloqués devant les portes et parfois être obligés d'être accompagnés par la police pour arriver à rentrer. Donc les 19 000 contre les 1000, ils sont contre les 1000, c'est-à-dire ils disent non, participe ils veulent pas passer leurs examens. Oui. Alors pour le coup, je pense que vous généralisez et que vous extrapolez. Je pense pas du tout que les 19 000 étudiants des universités veulent seulement passer leurs examens. Effectivement, chaque étudiant veut avoir son diplôme, donc c'est pour ça que nous on propose des solutions alternatives. Par contre, les étudiants qui arrivent à l'université, et je donne un exemple très concret, l'université de Lyon 2, ce matin, les étudiants arrivent avec des CRS devant l'université, ils se sont fait gazer. Vous me dites Arcueil, c'est une situation très tendue, et vous me dites que ce sont des étudiants, des gens qui ne sont pas de l'université. Arcueil, donc, c'est des examens de l'université de Nanterre qui ont été délocalisés. Donc déjà, c'est un problème pour les étudiants, c'est difficile d'accès, etc. Mais au-delà de ça, c'est bien des étudiants de l'université de Nanterre qui sont allés devant le centre d'examen à Arcueil pour empêcher des examens de se tenir. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour quelle raison? Parce qu'il y avait une rupture d'égalité entre les étudiants qui étaient évalués par devoir à la maison dans toutes les composantes de l'université, sauf 3 qui devaient être évalués ce jour-là. Donc c'est par solidarité que des étudiants se sont mobilisés. Et pour le coup, la réponse à cela, c'est d'écouter les étudiants et donc de mettre en place des devoirs à la maison. Un petit mot de solidarité envers mes collègues présidents d'université qui sont dans des situations pas simples et qui tiennent la barre, qui s'engagent à faire tenir les examens, qui les réorganisent autant qu'ils peuvent avec toutes leurs équipes pédagogiques et ils sont déterminés à aller au bout des examens pour que les étudiants aient leur diplôme et je leur mets mon coup de chapeau. À propos de président d'université, on est bien d'accord, c'est au président d'université de décrocher le téléphone lorsqu'il juge nécessaire d'appeler les forces de l'ordre. Absolument. Vous êtes donc plus un président d'université, vous êtes un gendarme. La police ne peut pas intervenir sans que nous en donnions l'autorisation. À quel moment, alors vous n'êtes pas concerné, mais vous avez évidemment, ça peut arriver déjà, et puis surtout vous avez sans doute eu des collègues au téléphone et vous savez exactement comment ça fonctionne. À quel moment on juge cela nécessaire ou indispensable? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux situations pareilles. Vous avez des universités où le président estime qu'il est toujours en phase de négociation, que le dialogue n'est pas rompu et qu'il n'y a pas de dégradation majeure, etc. Et donc, il ne souhaite pas faire intervenir les forces de l'ordre. Et vous avez des situations où, localement, ils sont une dégradation, il n'y a plus de dialogue possible et c'est en train de déraper. La situation lui échappe et il demande une intervention. Mélanie Luce, est-ce que le dialogue est encore possible avec les présidents d'université ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être puisque vous, ce que vous voulez, c'est dialoguer avec le gouvernement et non pas avec les présidents d'université? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr être entendu par le gouvernement. Par contre, un dialogue est totalement possible, notamment quand il s'agit d'empêcher une intervention policière. Et pour le coup, ce choix qui a été fait par les présidents d'université, il dénote quand même une politique qui est globale de volonté de répression du mouvement étudiant. Puisque là, on a de nombreuses universités qui ont été évacuées par la police. Juste celles qui me viennent en tête, on a Paris 1, Paris 3, Nanterre qui a été évacuée donc au début du mouvement, Toulouse, Rennes qui a été évacuée également ce matin. Okay. Nantes hier, et tout ça, ça montre quoi? Ça montre qu'on a une réponse répressive qui n'était pas la réponse qu'on avait auparavant. Dans aucun mouvement étudiant, on a vu autant de CRS sur une université. Quand vous entendez Marie et Mathilde, qu'on a entendu tout à l'heure, devant l'université de Lyon, qu'est-ce que vous leur répondez quand elles vous disent il y en a marre, on veut passer nos examens? Alors j'écoute déjà un élément, c'est que premier élément, c'est qu'elles ont l'air plutôt d'accord avec les revendications des étudiants qui se mobilisent, et au-delà de ça, ce qu'elles demandent, c'est de pouvoir passer leur diplôme. Non, on propose leurs examens. On propose des solutions. Elles ne demandent pas expressément à ce que leurs examens se tiennent en présentiel. Ah bah si, il y en a une, elle a dit j'ai révisé. On peut repasser la bande si vous voulez. Si le devoir à la maison avait été mis en place avant que. Mais elle veut pas un devoir à la maison, elle veut passer son examen. Avant que. Mais pour le coup, ce qu'elle veut, c'est être évaluée et pouvoir avoir un diplôme. Pourquoi on pourrait pas simplement donc, dire on est pour que les examens se tiennent. Voilà, c'est pas compliqué à dire. Hein. Mais alors, on n'est pas opposé au fait que les examens se tiennent, on veut qu'ils se tiennent dans de bonnes conditions. Pour le coup, ce n'était pas de bonnes conditions. Et donc, si elles souhaitent avoir leur diplôme, effectivement, c'est le cas de l'intégralité des étudiants et des étudiantes. Par contre, je pense que si on leur avait dit dès le départ, vous aurez un devoir à la maison à rendre, et voilà les conditions, et ce sera réglementé, je pense qu'elles n'auraient eu aucun problème. Et c'est là qu'est le vrai problème. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat. Je lis juste un petit mail d'un auditeur, Michel, qui nous dit « La grève étudiante est purement politique. On ne les a pas entendus lorsqu'on faisait du tirage au sort. Il est inadmissible qu'ils fassent perdre une année
aux autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que l'UNEF, chaque année, depuis 5 ans, dénonce le tirage au sort à l'entrée de l'université par le biais d'un dossier qui sort en juillet et qu'on a été les premiers à alerter sur ce sujet. C'est totalement inadmissible de jouer ses études au dé. Pour le coup, là, on joue ses études par le biais d'une sélection, mais aussi par le biais d'un tirage au sort, parce qu'en ce moment, au sein de la procédure Parcoursup, on a du tirage au sort qui s'effectue encore. Merci Mélanie Luce de l'UNEF et François Germinet, président de l'université de Cergy-Pontoise. Dans un instant, Le Monde dans votre radio, Sophie Larmoyer, direction le Chili, où vous le verrez, on reste encore très très machiste sur certains aspects. À tout de suite.